Une lycéenne est en état de mort cérébrale après avoir été blessée par balle avec 3 autres lors d'une fête ce week-end. Nous expliquons comment cette affaire s'est déroulée, tandis que le bureau du shérif affirme déjà avoir un suspect en garde à vue. Voici Inside the Crime, présenté par Law & Crime. Je suis Elizabeth Milner. La famille de la victime, âgée de 18 ans, a déclaré que les médecins ne lui donnaient que quelques jours à vivre après qu'elle ait été blessée par balle à la tête. Mais il reste beaucoup de questions sans réponse, comme pourquoi un homme de 27 ans aurait-il apporté une arme à feu à un feu de camp? C'était pour les terminales. Kimber Mills, 18 ans, était considérée comme une bonne personne avec un bel avenir. Elle devait bientôt obtenir son diplôme et avait déjà choisi son université. Elle allait étudier à l'université de l'Alabama l'an prochain pour devenir infirmière. Kimber semblait profiter des derniers moments au lycée avec ses amis avant de passer à l'étape suivante. Même au lycée, elle semblait exceller. Elle était pom-pom girl, elle faisait de l'athlétisme. Ses camarades de classe la décrivaient comme une personne très gentille qui faisait tout pour aider les autres. Une camarade de classe a déclaré à WVTM en Alabama « Tu peux simplement commencer une conversation avec elle, peu importe la situation. » C'était toujours un plaisir de lui parler. Une autre camarade de classe a confié aux médias « C'est le genre de personne qui, si tu n'as plus d'argent et que tu n'en as pas assez, elle t'en donnera sans hésiter. Si tu n'as pas quelque chose, elle te le donnera. C'est le genre de personne qui, si tu es triste, elle te donnera l'amour dont tu as besoin. Si tu as besoin d'un câlin, elle t'en fera un. » Le 19 octobre, un feu de camp entre amis s'est terminé avec plusieurs personnes hospitalisées d'urgence. Selon le bureau du shérif du comté de Jefferson, ils ont été envoyés dans une zone connue localement sous le nom de The Pit. Située dans le comté de Jefferson, Alabama, cette zone rurale attire de nombreux adolescents. Ce soir-là, c'était la soirée des terminales. Imaginez un feu de camp, de la musique, vos amis, c'est comme ça que la soirée était censée se passer. Après minuit, les adjoints du shérif ont été appelés car plusieurs personnes, dont Kimber, 18 ans, avaient été blessées par balle. La sœur de Kimber a dit à AL.com que Kimber était à la fête avec leur autre sœur. C'est à ce moment-là que Stephen Tyler Whitehead, âgé de 27 ans, est arrivé. Kimber et ses amis n'avaient apparemment aucune idée de qui il était. Selon la sœur de Kimber, il semblait attiré par une amie de celle-ci. Il aurait essayé de se rapprocher d'elle, lui offrant des boissons, mais l'ami de Kimber avait un petit ami. Selon le rapport, une bagarre a éclaté entre plusieurs personnes. Puis, tout à coup, des coups de feu ont été tirés. Kimber a été touchée à la tête lors de la fusillade. Une amie l'a emmenée d'urgence à l'hôpital où elle était dans un état critique. D'après le shérif, elle n'a pas été la seule blessée par balle à la fête. Un homme de 21 ans, une femme de 20 ans et une personne de 18 ans ont été blessés, selon un communiqué du bureau du shérif. L'enquête préliminaire indique qu'une altercation verbale et physique a dégénéré, entraînant des coups de feu. 3 des victimes devraient se rétablir complètement. Mais ce n'était pas le cas pour Kimber, qui a été touchée à la tête ainsi qu'à la jambe. D'après sa sœur Ashley, les médecins ont annoncé à Kimber seulement quelques jours à vivre. Ashley Mills a confié à AL.com. Elle a trop de traumatisme au cerveau. Elle respire seule avec l'aide d'un appareil respiratoire assisté. Aucune opération ne lui offrirait une vie décente. D'après la sœur de Kimber, sa survie relèverait du miracle. Si elle survit, elle restera sous assistance respiratoire et alimentée par sonde à vie. Elle a déclaré aux médias « Nous avons décidé de laisser son corps agir naturellement et instaurer une ordonnance de non-réanimation pour éviter de lui faire du mal en tentant de la réanimer. Nous avons déjà tout mis en place pour qu'elle soit donneuse d'organes, car c'est ce qu'elle voulait. Dès que son cerveau aura fini de gonfler au maximum, cela entraînera finalement la mort cérébrale. À ce moment, ils la déclareront décédée, suivront la marche d'honneur et le don d'organes. C'est une réalité dévastatrice. Au lieu de fêter sa dernière année de lycée, sa famille se prépare à lui dire adieu pour toujours. » Les adjoints du comté de Jefferson ont arrêté Stephen, 27 ans, lié à la fusillade. Les autorités l'ont inculpé de meurtre, l'accusant d'avoir tiré. D'autres accusations sont en attente. Mardi soir, l'affaire a pris un autre tournant dévastateur. La famille de Kimber a confirmé qu'elle avait été débranchée de l'assistance respiratoire. Dans un dernier geste de gentillesse, sa famille dit qu'elle a donné ses organes à ceux dans le besoin. Cette annonce a été partagée sur Facebook. On peut lire notamment « Cher Père Céleste, nous nous réunissons dans la douleur et la stupeur pour pleurer Kimber Mills, brutalement et injustement arrachée à la vie. Leur chagrin est lourd et le vide qu'elle laisse paraît immense. Nous te présentons, avec gratitude et respect, son choix remarquable de devenir donneuse d'organes en fin de vie. » Devant la tragédie, Kimber a opté pour la générosité, sauvant des vies et offrant une seconde chance à d'autres.
Bénis ceux qui reçoivent ces dons précieux. Que ces organes apportent santé, vitalité et espoir, permettant à son esprit de vivre à travers leur parcours. Que cet acte ultime d'amour transforme l'obscurité en lumière et le désespoir en un miracle durable. La communauté s'est réunie pour ce dernier acte de bonté. Ils ont rempli l'hôpital pour faire leurs adieux, et comme vous pouvez l'imaginer, ce fut un dernier adieu très émouvant. Merci. Sous la vidéo publiée sur les réseaux sociaux, la sœur de Kimber a écrit « Notre douce petite sœur est partie rejoindre le Seigneur à 7h08 hier soir. Elle a eu la plus grande assemblée pour la marche d'honneur que le médecin ait jamais vue. Elle était et est tellement aimée par tant de personnes. Tu vas nous manquer, Kimber. Je reçois maintenant une invitée exceptionnelle pour approfondir ce sujet. Voici l'avocate plaidante et fédérale Alexis Rosenberg. Merci Alexis d'être avec moi. Cette affaire est très bouleversante. Élève de terminale, elle était à quelques mois de son diplôme. Elle s'accroche à la vie, mais sa famille affirme qu'il n'y a aucune chance de la sauver. Quelle est votre réaction? Comme tu l'as dit, Elisabeth, c'est déchirant. Elle va à une fête avec un groupe d'amis pendant sa dernière année de lycée. Ça aurait dû être un moment joyeux dans sa vie avec tant de choses à attendre avec impatience. Et maintenant, malheureusement, elle se retrouve dans cette situation et sa famille semble déjà être en plein processus de deuil. Et même d'après ce que nous savons sur les événements qui ont précédé la fusillade, d'après ce que nous savons, c'était une dispute à propos d'une fille. Le suspect aurait tenté de parler à une amie de Kimber, qui l'a raconté à son petit ami. Ensuite, des coups de feu ont éclaté. Quelle est votre réaction face à, pas forcément par rapport à l'intention, mais simplement à quel point c'était vraiment audacieux? Eh bien, c'est très triste que nous ayons des adolescents, même si l'accusé dans cette affaire était un peu plus âgé. Alors, pourquoi était-il à ce qui semble être une fête de lycée alors que, si je ne me trompe pas, il avait 24, 25 ans? Et il y a aussi une question à ce sujet. Mais pourquoi avait-il besoin d'avoir une arme à feu? Et comment la situation a-t-elle pu dégénérer aussi rapidement? À partir de, vous savez, quelqu'un qui regarde simplement sa copine et puis il y a une dispute jusqu'à ce que des coups de feu soient tirés. Et quelle est votre réaction par rapport à l'intention dans toute cette affaire, au fait que l'accusé soit venu à cette fête avec une arme à feu? J'essaie de comprendre, en quelque sorte, quelle était l'intention derrière le fait d'apporter une arme à ce qui était censé être, je suppose, une fête de lycée, en plus. Je ne sais pas pourquoi il a apporté l'arme, mais qu'en pensez-vous? Et est-ce que cela pourrait être utilisé contre lui si cette affaire devait aller en procès? Donc, je ne sais pas s'il avait un permis pour l'arme. Je ne suis pas non plus sûre si l'Alabama est un État où le port d'armes est autorisé sans permis. Cependant, l'intention, d'après ce que nous comprenons, ou prétendument de tirer réellement avec l'arme, je ne suis pas sûre qu'il ait été inculpé pour cela. Quand on parle de préméditation, il ne semble pas que ce soit prémédité, qu'il s'y rendait, d'après ce que nous savons, pour tirer sur quelqu'un. Ce n'était pas son intention, mais il aurait eu l'intention de tirer avec l'arme, je suppose, prétendument sur l'individu qui avait regardé sa petite amie ou la fille. Ce qui est intéressant dans cette affaire, d'un point de vue juridique, c'est que la fille, la victime à ce moment précis, n'est pas décédée. Elle n'est pas décédée. Donc, nous pensons qu'ils sont soit en train de le faire, soit que cela va arriver et qu'elle sera déclarée en état de mort cérébrale. Donc, nous avons ici quelqu'un qui a été accusé de meurtre, mais en réalité, nous avons encore, et je déteste le dire dans cette situation de façon aussi froide, mais le corps, elle est encore réellement ici. Elle n'a pas été, vous savez, elle n'est pas morte à ce stade, d'après ce que je comprends, alors que nous sommes ici. Donc, la partie vraiment intéressante sur le plan juridique, c'est que quelqu'un peut être accusé de meurtre si la victime a été déclarée en état de mort cérébrale. Et ça, vous savez, c'est quelque chose pour lequel on peut être accusé de meurtre si quelqu'un est déclaré en état de mort cérébrale en Alabama.
Même si je ne suis pas habilitée là-bas, j'ai vérifié parce que c'était intéressant. Puisqu'elle est, comme vous l'avez dit, encore techniquement en vie alors que nous sommes ici aujourd'hui. Oui. Et pensez-vous que cette accusation de meurtre était trop prématurée? Je comprends. Un avocat de la défense pourrait un jour trouver des failles dans cette accusation, notamment lors de son inculpation. Elle est toujours considérée comme étant techniquement en vie, même si elle utilise un tube d'assistance respiratoire, tout ça. Je suis curieuse d'avoir votre avis. L'accusation était-elle trop prématurée, même si, comme vous l'avez dit, elle reste techniquement en vie? Je vais supposer qu'elle est déjà partie. Il y a une procédure pour déclarer quelqu'un en état de mort cérébrale. Je vais supposer que cette procédure avait déjà eu lieu et elle avait officiellement été déclarée en état de mort cérébrale avant que les accusations de meurtre ne soient déposées par le procureur. Je pense que ce qu'on essaye de nous dire, c'est que cela s'était produit et que la famille n'avait pas encore pris la décision de la débrancher de l'assistance respiratoire. Quelqu'un peut être déclaré en état de mort cérébrale et à ce moment-là, il est officiellement considéré comme mort, même s'il est encore sous assistance respiratoire. C'est un facteur très intéressant dans ce cas particulier. Je vais supposer que c'est ce qui se passe et pourquoi les accusations de meurtre ont déjà été déposées. Et ce qui est aussi déchirant, c'est que sa famille dit que, même si elle survivait à cette terrible, terrible blessure à la tête, une blessure par balle à la tête, elle devrait quand même avoir un tube d'assistance respiratoire pour le reste de sa vie. Elle ne pourrait pas fonctionner comme elle le ferait normalement, même si elle survivait. Mais disons qu'il y a cette infime chance qu'un miracle se produise, qu'elle puisse survivre et qu'elle puisse mener une vie productive et saine, tout ce genre de choses. Qu'est-ce qui changerait dans la procédure judiciaire concernant les accusations? Je sais que je suis sans doute trop optimiste, sachant que sa famille s'apprête à lui dire adieu pendant notre enregistrement. Mais avec des miracles, quelles seraient les chances de l'accuser? Croyez-vous possible d'abandonner l'accusation de meurtre? Pour déclarer quelqu'un en mort cérébrale, comme dit, il y a un processus. Il a été mis en place il y a de nombreuses années. Je crois que c'était dans les années 80, en fait. Et c'est en fait c'est une loi fédérale qui définit comment procéder. Et ensuite, l'Académie de neurologie a proposé cela. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui, une fois déclaré mort, soit revenu. Donc, je ne pense pas que cela va arriver. Mais hypothétiquement, disons que cela arrivait. Alors, en tant que défense, si cette personne n'est en quelque sorte pas en état de mort cérébrale, eh bien oui, ce serait en quelque sorte un miracle de Dieu pour l'avocat de la défense lui-même dans ce cas, parce que cela constituerait une défense contre l'accusation de meurtre. Vous voyez, le fait que, vous savez, qu'il y ait cette possibilité de déclarer quelqu'un mort, puis d'avoir l'accusation de meurtre. Sinon, techniquement, il resterait à vérifier s'il y avait vraiment une personne décédée. Je veux dire, pour le dire très simplement. Mais cela ne servirait de défense à l'accusation de meurtre que si ce miracle arrivait. Parce qu'on a toujours, soi-disant, lui tirant avec une arme dans une foule et peut-être même en visant directement quelqu'un d'autre. Donc, les accusations liées à cela resteraient maintenues. Cela n'affecterait vraiment que l'aspect du meurtre. Et je sais que nous parlons beaucoup de Kimber Mills, mais je sais aussi qu'il y a eu plusieurs autres personnes qui ont été blessées par balle lors de cet incident également. Mais penses-tu que, parce que j'essaye de réfléchir en termes de reconstitution ou de choses comme ça, alors qu'ils essaient de rassembler ce qui s'est passé, d'autres personnes pourraient-elles aussi être inculpées? Tu penses que c'est possible? Eh bien, je pense qu'il y aura probablement aussi d'autres accusations liées aux autres personnes qui ont été blessées et touchées par balle. Je veux dire, nous n'avons pas vraiment assez de faits pour savoir si d'autres personnes étaient impliquées dans cette affaire. Si quelqu'un d'autre, et je ne crois pas avoir vu quoi que ce soit indiquant que quelqu'un d'autre a sorti une arme, je ne pense pas qu'il y ait des allégations selon lesquelles plusieurs personnes auraient tiré avec des armes à feu.
Mais je ne pense pas forcément que cela va amener d'autres personnes à être impliquées et à être inculpées dans cette affaire. Je pense qu'il y aura probablement des accusations supplémentaires contre la prévenue parce que ces autres personnes ont été blessées. Et une chose que j'ai admirée d'une certaine manière dans cette histoire, même si elle est vraiment horrible, c'est à quel point la communauté s'est rassemblée pour soutenir la famille de Kimber Mills, ainsi que les autres victimes qui ont été blessées par balle lors de cet incident ce week-end. Comment réagissez-vous au soutien de la communauté envers cette jeune fille de 18 ans en fin de vie? Selon sa famille, ainsi que les autres victimes de cette terrible fusillade? Oh, je veux dire, c'est horrible. D'après ce que je comprends, c'était une communauté rurale soudée et le lieu où il traînait était un point de rendez-vous habituel pour les adolescents. Je crois que c'était le trou. Donc, ce n'était pas inhabituel qu'ils se retrouvent là-bas. Et je trouve que c'est magnifique que la communauté se rassemble pour soutenir cette famille qui vit vraiment le pire cauchemar qu'un parent puisse imaginer. Je veux dire, vous avez votre enfant en terminale, vous avez tous ces grands espoirs pour tout ce qui va arriver. C'est un moment tellement magnifique dans la vie d'un enfant, leur dernière année de lycée. C'est vraiment triste et c'est là-dessus que nous devons nous concentrer. Et je suis heureuse que la communauté fasse cela pour la famille, en les aidant à traverser ce processus de deuil et en étant présente. C'est une chose si belle qui se passe. Oui, c'est horrible de penser à Kimber Mills. Elle aurait dû se préparer pour le bal de rentrée, puis le bal de promo, toutes ces activités de fin de lycée avant l'université. D'après ce que nous savons, elle voulait aller à l'université pour devenir infirmière. Sa vie était devant elle. Et puis quelque chose d'aussi tragique, terrible et horrible que ça arrive. Et maintenant, sa famille doit se préparer à organiser peut-être des funérailles à la place. Et c'est tout simplement déchirant. Alexis Rosenberg, merci beaucoup pour vos éclaircissements et le temps accordé aujourd'hui. Merci pour l'invitation, Elisabeth. Stéphane Whitehead reste incarcéré à la prison du comté de Jefferson sans possibilité de libération sous caution. On ne sait pas encore quand aura lieu sa prochaine comparution devant le tribunal, ni s'il a plaidé coupable ou non. Les autres victimes de la fusillade devraient survivre. Elles seraient encore en train de se remettre de leurs blessures. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cet épisode. Je suis Elisabeth Milner et c'était Inside the Crime.